y a quelques années, j'allais de bon matin acheter mon pain. Et là, devant la boulangerie, j'ai assisté à une scène étonnante, déroutante même. 2 personnes se disputaient si violemment que tout le quartier en a été ameuté. Un homme, on dirait aujourd'hui un SDF, engueulait, c'est le mot, engueulait violemment une pauvre dame d'un certain âge, très respectable, qui lui avait offert une pizza. « Mais j'en ai rien à faire de ta pizza, vieille mégère. Dégage !» La grande majorité des patients, des passants, des clients s'étaient attroupés et avaient manifestement pris fait et cause pour la vieille dame. Et ils commençaient aussi à discuter avec le SDF. « Mais vous foutez du monde ? C'est même lamentable. Déjà, vous traînez dans les rues, vous foutez à rien, cherchez pas de job, vous puez. Et puis là, on vous tend la main et paf, vous la mordez. Puis en plus, on sait très bien, si on vous donne du fric, vous allez tout picoler le soir même. » Alors, je n'ai pas pris parti dans cette discussion, ou pseudo-discussion. Mais je dois dire que ça m'a pas mal retourné. Ça m'a même inspiré dans ma vie privée, professionnelle plus tard. En France comme en Afrique. Ah oui, parce qu'il faut que je vous le dise, je travaille dans la solidarité internationale. Ah ouais, je suis un type bien. Enfin, je me soigne quand même, hein. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous raconter mes souvenirs de mission façon Indiana Jones, quoique j'aimerais bien. Et puis, je ne vais surtout pas venir vous faire la manche à la fin de mon intervention. Enfin, vous avez intérêt quand même à vous méfier, quoi. J'ai commencé à sévir en Guinée en 1996, en République Conakry, pour la première fois. J'étais simple volontaire. J'ai ensuite rejoint, pendant une bonne douzaine d'années, un bureau d'études spécialisé dans le monde du développement, comme on dit. Puis entre les deux, j'ai fait une petite incartade française quand même, le temps de faire des enfants et de me marier. Et j'ai travaillé en banlieue parisienne pour un plan local d'insertion par l'économie. Un peu naïf, certainement, comme beaucoup d'entre nous, quand on part en mission comme ça, je pensais apporter des compétences, partager des savoir-faire. En fait, très honnêtement, avec le recul aujourd'hui, je dois dire que ce sont mes collègues africains qui m'ont tout appris, qui m'ont déniaisé, comme on dit. Alors bien sûr, j'étais pas parti tout nu quand même. J'avais, je crois, sur les bancs de l'école, de l'université, appris quelques méthodes, notre fameuse méthode cartésienne. Et je pensais que dans le cadre des projets, j'allais l'utiliser. J'allais me référer à des procédures, j'allais utiliser des outils pour m'aider à programmer les activités. Ah mais qu'est-ce que j'étais naïf. En fait, je me suis bien vite rendu compte que c'était pas moi le patron. Je me faisais mener par le bout du nez par l'outil. C'est l'outil qui décidait à ma place ce que je devais faire. Alors bien sûr, vous me direz, oui, bon, d'accord, mais on ne peut pas partir dans n'importe quelle direction, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut bien rationaliser. C'est clair que l'élément humain, c'est compliqué, quoi. Vous avez tous fait cette expérience. Quand vous demandez à quelqu'un, vous lui posez une question, il vous répond oui, mais en réalité, il pense non. Ça marche pas mal comme ça avec les enfants, d'ailleurs. Tu aimes les légumes? Oui, oui, papa. Non, en fait, il les mange pas. Et je me suis aperçu que ces outils, non seulement étaient devenus mes patrons, mais ils avaient tendance à formater l'autre, à le faire rentrer dans un moule qu'on avait décidé pour lui. Pire que ça, ces outils, on appelle ça d'ailleurs des cadres logiques. Ces outils étaient faits de petites cases, très petites d'ailleurs, dans lesquelles on pouvait difficilement faire rentrer l'humain. Alors on y rentrait des chiffres, des numéros, des quantités, derrière lesquelles on oubliait complètement qu'il y avait de l'humain. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais l'histoire nous l'a appris.
Ces cases-là, elles peuvent devenir des trains. Et elles peuvent devenir des trains vers la mort. Alors j'ai vite compris que ces outils, c'était des monstres. Ils étaient tellement exigeants, tellement complexes, qu'on y passait l'essentiel de notre temps. Pas le temps d'aller sur le terrain, pas le temps d'aller discuter avec ces populations qu'on était censé aider. Vite, 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 remplissez les tableaux de bord. Parce que non contents de programmer, ces outils veulent aussi contrôler. J'ai même participé à une mission de 3-4-4 remplie d'experts, partant sur le terrain pour voir si un pauvre bénéficiaire remboursait bien son crédit de 5 €. Et si on n'y prend pas garde, on devient des technocrates de la solidarité, des technocrates du social. On devient finalement les adeptes d'une nouvelle secte de l'efficacité. Et au nom de la sacro-sainte culture du résultat, il faut tenir des objectifs de plus en plus vite. Je pense que certains d'entre vous devez le vivre dans votre quotidien. Mais cette culture du résultat, c'est une culture de machine. C'est une culture d'ordinateur, où 1 + 1 font toujours 2. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec l'être humain. C'est une culture d'experts, froide, toujours plus avide de chiffres, de données quantifiables. C'est surtout une culture qui n'arrive pas à intégrer dans ses paramètres qu'il nous faut du temps pour apprendre, pour comprendre, pour se tromper, pour trébucher, recommencer et tout simplement nous adapter à la réalité humaine. Et puis franchement, ça veut dire quoi un résultat avec des hommes? Estime-t-on que parce qu'on a réussi à retrouver un job ou un logement pour une personne au chômage ou sans domicile, que tout est terminé? Cool, il est sorti de mon tableau de bord. Estime-t-on que cette personne n'a strictement rien à nous apporter, que son regard ne peut pas nous interpeller, nous, société? Alors, depuis 5 ans, j'ai décidé de renaître, de tenter autre chose. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de jeter les outils, mais je les ai remis à leur place. Ce sont des béquilles qui m'aident à prendre des décisions, pas plus. Si la case n'est pas assez grande, ce n'est pas l'humain que je rétrécis, je l'augmente. J'expérimente une nouvelle manière de faire. Elle est plus incertaine, c'est clair, mais elle est surtout tellement plus humaine. J'ai décidé de remettre l'homme à sa place, celle qu'il n'aurait jamais dû quitter, au centre. J'essaye de mettre en place un dialogue bienveillant, où chacun essaye de comprendre l'autre, de le respecter, sans essayer de s'imposer à l'autre. Dans cette relation, il n'y a plus de donateurs, de bénéficiaires. Il y a simplement 2 personnes, 2 acteurs, finalement 2 partenaires qui essayent de construire ensemble, de décider ensemble et de se tromper ensemble aussi. Cette vision des choses, vous pourriez me dire, oui, mais bon, là, tu vis dans le monde des bisounours. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon, parce qu'elle impliquerait qu'on revoie fondamentalement, en profondeur, notre rapport aux autres. D'ailleurs, cela vaut aussi bien pour les décideurs, les chefs d'entreprise, les élus, que pour les citoyens et les salariés. Pourquoi vivre dans la confrontation avec ces catégories qu'on émet sur les autres? Elle vaut aussi probablement pour les travailleurs du social. Par exemple, repenser la relation entre le médecin et son patient.
En fait, allez, soyons un petit peu fous tous ensemble. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter une autre manière de vivre ensemble? Alors, depuis 5 ans, j'ai accepté que je ne pouvais pas tout anticiper. Et que finalement, le plus important, c'était d'abord d'accompagner l'autre, de l'aider à s'adapter pour qu'il construise lui-même sa propre vie. Je l'essaye aujourd'hui avec des services civiques. Ils sont jeunes, c'est cette génération Y qu'on dit tellement compliquée. Mais moi, ils me font vivre. Ils sont fous, un peu comme moi. Ils sont un peu déroutés par ma façon de faire aussi. D'ailleurs, je ne suis pas toujours simple. Mais on vit une belle aventure. J'ai pris le risque donc de cette aventure humaine, en acceptant de ne pas trop savoir où elle me mènerait. Puis j'aime bien cette incertitude. J'ai surtout décidé de remettre en cause mes certitudes et de m'enrichir au contact de l'autre. Comme on dit en Afrique, je me suis vacciné. Vacciné contre la culture de la prévision, la culture de la perfection surtout. Et finalement, si on arrive à tous vivre ensemble, c'est parce qu'on aime bien nos petites imperfections. J'ai décidé donc d'introduire dans ma vie une bonne dose d'énergie et surtout d'énergie créatrice. J'ai choisi de plus miser sur l'imagination que sur la connaissance. Je ne ferme aucune piste. Et figurez-vous, ça va peut-être vous étonner, mais ça marche. Et ça marche même très bien. Et vous savez pourquoi? Parce que les pauvres, ils ne sont pas le problème. Ils sont la solution. Mais bon, on a tellement cette tentation de les regarder de façon si négative, de les ranger dans des cases. Parfois même, c'est terrible, on leur nie même ce qu'il leur reste, leur dignité. Moi, c'est ce que j'ai entendu sur les routes d'Afrique, d'Albanie, de France. Laissez-nous notre dignité. Alors bien sûr, on a tous un bon fond, moi le premier, évidemment. On a quand même envie d'aider, quoi. Et puis, il y a la petite voix qui se rappelle à nous, là. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mes amis africains, qui se moquaient souvent de moi, me disaient, mais tu sais, Jean-Christophe, la vache ne rentre pas dans l'enclos qu'elle n'a pas choisi. Alors je vous propose de regarder ces pauvres autrement, comme des hommes et des femmes à part entière, capables d'innover, d'inventer, de tenter des choses pour vivre eux-mêmes leur propre destin, pour le construire. Et si vous avez le temps, en sortant, regardez autour de vous, connectez-vous à Internet. Ça marche dans le monde entier. C'est une énergie extraordinaire. Peut-être devons-nous reprendre du recul par rapport à nos outils et nos méthodes. Et puis, si je reviens en arrière, que je me remets dans la situation initiale, là, devant ma boulangerie, alors je ne vais pas vous dire que j'ai des réponses. Ça serait faux. Mais peut-être que finalement, mon SDF, là, tout simplement, il n'aimait pas la pizza aux anchois. Merci.